Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanie Farran, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned, we're gonna move you. Alors, bienvenue au 35e épisode de Dirty Feet. Avec nous, aujourd'hui, on a deux entrevues. D'abord, avec Marika Dumoulin-Lafont et Sébastien Talbot, qui présentent un programme double à Zonoma, qui va être le mercredi le 24 juillet. Et ensuite, on va avoir Léa Tremblay-Fong, qui nous présente un projet dans le cadre de Quartier en mouvement, qui se passe tout près de l'Université Concordia, et c'est avec sa compagnie Interlope. Donc, on va tout d'abord commencer avec Sébastien Talbot et Marika Dumoulin-Lafont. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Bonjour. Oui, merci. Donc, vous nous présentez un projet double à Zonoma. C'est des œuvres que vous avez déjà présentées auparavant à Passerelle 840, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Presque. Presque. De quelle façon presque exactement? En fait, ce que j'avais présenté à Passerelle, c'était une version de 15 minutes. En fait, j'avais fait un démonstrateur du système que je veux utiliser. Puis, en fait, cette fois-ci, je vais essayer d'amener mon système une étape plus loin. Parce que, comment expliquer? C'est un système qui est assez complexe parce qu'il y a d'interactivité avec le public. Puis, quand je l'ai fait à Passerelle, je m'étais donné comme objectif de m'assurer que les gens comprenaient le système et étaient en mesure de s'en servir. Là, maintenant que j'ai cette information-là, je sais que les gens peuvent s'en servir. Donc, maintenant, je me suis fixé comme objectif de les amener à faire de l'assemblage chorégraphique live, en salle. C'est sûr que moi aussi, la pièce est un petit peu différente cette fois-ci. Donc, elle est retravaillée. J'ai donné une nouvelle saveur dans le sens que j'ai travaillé les transitions. Donc, j'ai changé quelques petits aspects, mais le concept reste le même, les chorégraphes, les solos restent le même. Donc, c'est sensiblement la même chose, mais retravaillé et amélioré, version améliorée. Et vous provenez tous les deux du programme d'interprétation à l'UQAM, c'est bien ça? Oui. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. En fait, qu'est-ce qui vous a amené en danse? Ce qui vous a amené en interprétation et ce qui vous a finalement amené à faire des chorégraphies? Bien, à vrai dire, moi, je fais pas vraiment de chorégraphie. Donc, ce que je fais est un petit peu un travail inversé en danse. Dans le fond, je fais des commandes. Donc, moi, je veux vraiment être sur la scène. J'aime bien gérer tout. Donc, envoyer les demandes, les soumissions de projet, tout ça. Le projet soit vraiment à mon nom. Sauf que je veux pas chorégraphie. Donc, je laisse quand même la tâche au chorégraphe, mais je leur fais une commande. Moi, mon parcours, j'ai fait mon DEC à Montmorency en danse. Et par la suite, quand j'ai regardé le programme à l'UQAM, ça m'a vraiment intéressée. Donc, j'ai fait le bac en interprétation. J'ai travaillé avec plusieurs personnes. J'ai fait plusieurs productions, comme j'ai fait 2 fois le Fringe. J'ai fait l'arrêt de bus. J'ai fait plusieurs festivals comme ça. Donc, le Zonoma 2 fois cette année. Donc, c'est ça. C'est pas mal mon parcours jusqu'à maintenant. Moi, je vais commencer en disant que j'ai jamais terminé mon secondaire 5. En fait, tu vois, moi, j'ai commencé à 20 ans parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette forme artistique-là. Je sais pas pourquoi, avant, dans ma vie, c'était même pas une option qui existait dans ma tête. Puis un jour, j'ai comme réalisé que ça existait. En tout cas, grâce à une super enseignante au AMCA du Parc, qui est maintenant rendue en Australie. Je pense que c'est Tracy Peaver, en fait, son nom, je pense, si je me rappelle bien. C'est là que j'ai découvert la danse. Puis tu vois, entre 2005 et 2009, j'ai comme beaucoup papillonné un peu autour des gens des imprudences, de la deuxième porte à gauche. J'ai fait beaucoup de classes par moi-même. Je me suis entraîné par moi-même aussi. J'ai fait des arts martiaux, du cirque, en plus de faire de prendre mes propres classes de danse contemporaine. Puis tu vois, si je suis entré en interprétation à la base au département de danse de l'UQAM, c'est parce qu'à ce moment-là, après avoir parlé avec beaucoup de gens du milieu, j'étais arrivé à la conclusion que, en fait, si je veux travailler dans ce milieu-là, c'est que je veux faire de la danse. Et je veux faire de la danse de toutes les manières possibles. Donc, je veux toucher à toutes les facettes, dans le fond, de ce médium-là. Mais au programme en danse, la meilleure porte d'entrée, selon moi, à ce moment-là, pour mieux me former, c'était justement le programme d'interprétation. Parce que c'est un programme qui est très intense, qui est très physique, puis qu'il y a moins de cours théoriques, ce qui fait en sorte que tu touches beaucoup plus l'aspect pratique, selon moi. Puis c'est aussi parce que dans ma pratique, à ce moment-là, je me rendais compte que j'avais besoin de faire une démarche d'interprète si je voulais après ça, ultérieurement, pouvoir commencer à créer.
Et ce déclic-là dont tu nous parlais, c'était à travers ces cours-là que tu prenais au YMCA du Parc ou c'était en voyant des spectacles? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce moment-là, vraiment, où tu t'es dit, ah, man, la danse, vraiment, là, il y a quelque chose là? Oui, ben en fait, ça s'est fait en une seule journée. Disons que c'est une passe un peu trouble de ma vie dans laquelle que j'étais en train de laisser tomber beaucoup de choses derrière moi. J'étais en train de faire beaucoup de ménage dans ma vie. Je venais de commencer à m'entraîner, puis c'est la première fois depuis 4 ans que je m'entraînais. Là, je m'étais me ramassé avec des tendinites au biceps parce que j'étais en manque de plein de substances, puis que j'étais juste au gym tous les jours. Puis là, je pouvais plus m'entraîner à cause que les biceps étaient impliqués dans pratiquement tous les exercices que j'avais à ce moment-là. Donc là, j'étais allé voir la grille de classe du YMCA, puis j'ai vu yoga, pilates, danse contemporaine. J'ai fait, pourquoi pas, je vais l'essayer. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'entraîner. Finalement, j'ai adoré la classe, puis ça a donné que l'enseignante était aussi faisait aussi le décor d'une pièce qui était présentée à Transatlantique le soir même. Je me suis présenté, j'ai adoré. En fait, quand je l'ai vu, pour moi, c'était clair, c'est ça que je voulais faire de ma vie. C'est ça que je voulais explorer autant que possible puis travailler. C'était quelle pièce au juste? Sol Pico, c'était Maria González. Je suis pas sûr du nom de la demoiselle, de la madame. C'est une femme qui vient d'Espagne. Et donc, ça vous a amené à faire des projets qui sont relativement différents. Marika, comme tu disais, c'est des commandes, en fait, à des chorégraphes que tu as fait. Comment tu es allé chercher ces chorégraphes-là? Comment tu les as approchés? Est-ce que c'était tous des gens que tu connaissais déjà? J'avais déjà travaillé avec Claudia Chantac, Zoé Martin-Olivier, Gélie Mort, Elisabeth Switch, Sébastien, Karine, Marie-Ève. Donc, environ la moitié, un petit peu plus que la moitié, c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, j'avais déjà abordé le travail chorégraphique. Et c'est des gens aussi avec qui je considérais que je travaille bien. Pour les autres, j'ai décidé d'aller piger dans plusieurs cohortes. Donc, pas juste une cohorte, pas juste les gens avec qui moi j'étudie, qui sont en chorégraphie, tout ça, mais vraiment, par exemple, Philippe Dandenot est pas dans la même cohorte que moi. Et aussi, j'ai décidé que ça serait bien d'aller chercher dans les autres écoles aussi. Donc, Simon Gélina Beauregard qui vient de l'ANMI. Il y a aussi Gélie Mort qui fait quelques cours à Concordia. Donc, j'aime bien mélanger les milieux. Je trouve que on manque un petit peu de ça, surtout quand on est étudiant. Donc, vraiment de sortir de notre établissement scolaire, juste aller voir ce qui se passe autour, dans les autres établissements scolaires. Aussi, le fait que les chorégraphes sont pas tous de la même nationalité, je pense que ça amène un petit quelque chose, comme par exemple Miguel en Guyano, qui s'est vraiment basé sur sa culture à lui pour faire son solo. Donc, il s'est basé sur la culture du Mexique, dans le fond. Donc, ça amène vraiment des couleurs différentes, des thèmes différents, aussi des façons de percevoir le thème assez heurtants, de façon différente. Donc, c'est ça. Et c'est une proposition intéressante où tu dis au chorégraphe, je vous livre mon corps, faites-en ce que vous voulez. Qu'est-ce qui t'a amené justement vers cette proposition-là de l'interprète qui se livre complètement comme ça, un chorégraphe? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, c'est toujours un peu un conflit dans le milieu de la danse la relation interprète-chorégraphe, jusqu'à où on peut aller pour vraiment montrer notre investissement en chorégraphe. Donc, je pense que j'ai pas voulu prouver nécessairement quelque chose, mais j'ai voulu me donner un défi personnel avant tout. Donc, me dire, je suis vraiment capable d'aborder le travail de 10 personnes différentes, 10 différentes personnes, d'être capable de changer assez rapidement, d'être capable de me mettre vraiment au service de l'art de la personne. Donc, vraiment montrer polyvalente. Donc, je pense que c'est ça, c'est le désir du défi qui m'a amené là. Vraiment me dire, je vais être capable de faire ça. C'est 10 solos, donc c'est vraiment, souvent, c'est une grande tâche d'interprétation. Et je savais qu'en donnant carte blanche, ils allaient pousser. C'était sûr. Surtout en donnant un thème comme le viol. C'est pas nécessairement le thème c'est pas le thème en tant que tel qui m'a inspiré. C'est plutôt le concept, en disant que 10 personnes vont vraiment me passer sur le corps, si on veut. Ça fait penser un peu à un viol collectif, mais en danse. Sauf que, on s'entend, il y a quand même certaines limites morales qui s'imposent, mais en leur disant, aucune limite, vous avez carte blanche, c'était de voir jusqu'où ils allaient m'amener. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à un viol collectif, mais en danse contemporaine. Donc, c'est comme si, vraiment, ils prennent possession de mon corps. J'aurais donné le choix de s'inspirer du thème du viol ou non. Je leur ai dit, vous chorégraphiez sur ce que vous avez envie, mais c'est sûr que je pense qu'ils ont vu ça aussi comme un défi de faire un solo sur ce thème-là. Donc, je pense que ça les a vraiment inspirés aussi de travailler avec ce matériel-là.
C'est un thème tout de même assez lourd, le viol. Comment est-ce que tu trouves que les chorégraphes ont réussi à jauger ça, en fait? Est-ce que tu trouves que des fois ça tombe un petit peu trop dans le facile? Est-ce que tu trouves qu'au contraire, ils ont vraiment réussi à donner des nuances à un thème comme ça? Vraiment, il y a même un solo que tout le monde rit. Il y a un solo qui est vraiment drôle. Donc, je pense que le viol, oui, quand on regarde ça, c'est un thème assez lourd. Mais faut regarder tout ce qui entoure ça aussi. On peut décider de parler de la petite fille intérieure. On peut parler de l'après-viol. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive dans la vie d'une femme? On peut décider de donner différents personnages. Comme on peut décider de parler du concept ou du show en tant que tel. Aussi... Comme je parlais de Miguel tantôt, que lui, c'est vraiment basé sur comment ça se passe dans sa culture quand lui, ça arrive. Donc oui, c'est un thème lourd, mais les chorégraphes ont vraiment réussi à aller jauger autour du thème, de s'inspirer de différents aspects de ce thème-là. Et ça a vraiment donné 10 solos différents. Donc, oui, je suis vraiment contente du travail qu'ils ont fait. Ils ont vraiment bien réussi, sans tomber trop dans le cliché ou dans le trop lourd ou en s'éloignant trop. C'est vraiment pas ce qui s'est passé. Il y a aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de matériel, d'accessoires dans le spectacle. Donc, je pense que ça a inspiré à travailler à amener des aspects du spectacle que j'aurais pas pensé et que j'ai pas eu l'occasion de travailler souvent. Donc, pour moi, c'est encore un nouveau défi, travailler avec les accessoires. Donc, ça, c'est un côté du spectacle que j'aime vraiment aussi. Dans la présentation du pièce, est-ce qu'il y a un lien entre chaque 2 minutes ou il y a un commencement puis un fin de chaque pièce? C'est une bonne question parce que la première fois que je l'ai fait à Passerelle 840, j'ai vraiment fait 10 solos. J'ai envie de les exposer un à la suite de l'autre, vraiment avec des coupures. Donc, la première version était comme ça, mais à Zonoma, j'ai pris un petit peu plus de temps aussi cette fois-ci à 40 minutes. Donc, avec les transitions que j'ai créées, ça dure un petit peu plus longtemps et on voit vraiment plutôt maintenant qu'il y a un début, un déroulement, une fin. Donc, ça ressemble plus à une pièce maintenant. La version 2.0 est vraiment plus comme un tout. Alors, tu as fait des choix à propos de l'ordre des pièces, c'est ça? Oui. J'ai aussi joué justement dans la deuxième version, j'ai joué dans l'ordre, mais à la base, oui, c'est moi qui déterminais l'ordre, mais avec l'aide des 10 chorégraphes, donc avec l'aide de l'extérieur. J'ai Maude Chaquette-Blanchette aussi, qui est ma répétitrice, qui m'a beaucoup aidée. C'était un peu comme un casse-tête parce que avec les accessoires, avec ci, avec ça, là en plus avec les transitions, donc on a joué un peu avec l'ordre comme je viens de dire. Donc, c'est ça. Mais pour ce qui est des transitions, j'ai respecté le concept de la commande chorégraphique. Donc, j'ai demandé aux chorégraphes de faire une transition au début de chacun de leurs solos. Donc, qui partait du solo qui le précède pour amener son solo. Donc, j'ai vraiment respecté la commande chorégraphique. Donc, c'est pas moi qui ai créé les transitions non plus. Est-ce que tu trouves que ça avait changé le concept quand tu as fait un grand pièce avec toutes les petites solos? Non. Je pense juste que ça a donné plus de liberté au spectacle. Donc, moi, ça m'a donné un petit peu plus de liberté d'interprétation. C'est assez un grand défi d'être dans un état, de décrocher la seconde qui suit et de rembarquer dans un autre. Donc, je pense que maintenant, c'est un petit peu plus fluide dans mon interprétation, avec un petit peu plus de liberté. Donc, j'ai plus de temps, il y a moins de coupures. Donc, c'est plus fluide, je crois. Mais ça a pas changé la nature du thème ou... la perception, je pense pas. Je pense que ça reste pas mal la même chose. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre les chorégraphes au niveau de la création? Est-ce qu'ils se sont parlé en fait de leurs pièces entre eux? Est-ce qu'ils ont agi comme externes pour chacune des créations? Ou est-ce qu'ils étaient vraiment à part l'un et l'autre et c'était juste toi le fil conducteur? Pendant le processus de création, j'avais mis une contrainte. Les chorégraphes n'avaient pas le droit de voir les solos des autres jusqu'à ce qu'on fasse un premier run, qu'on appelle. Donc, c'est vraiment intéressant parce que j'avais pas envie qu'ils s'influencent. J'aurais pu dire, vous pouvez vous inspirer, vous pouvez vous en parler, mais cette fois-ci, j'avais vraiment envie que chaque chorégraphe fasse vraiment ce qu'il a envie sans être influencé par ce que font les autres. Mais c'est drôle parce qu'il me posait toujours des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Il essayait quand même de savoir, mais je suis vraiment restée transparente. Donc, pas transparente, mais le contraire plutôt. Je voulais vraiment pas qu'ils sachent. Mais à la fin, par contre, j'ai vraiment eu besoin de leur aide. Ils m'ont aidé, comme par exemple si Sébastien regardait le solo de Zoé, il y avait des commentaires à me dire qui pouvaient m'aider. Donc j'étais vraiment ouverte. C'est sûr que dans les dernières semaines avant le spectacle,
c'était beaucoup pour moi d'avoir 11 personnes, même 12 personnes, parce que j'ai Manon Ligny, qui était ma conseillère artistique, qui m'a beaucoup aidée. Donc, j'avais ma répétitrice, j'avais les 10 chorégraphes qui me donnaient toujours des commentaires, mais je pense que c'était super nourrissant, là, comme, en tant qu'interprète, d'avoir tous ces gens-là, même si ça amenait comme un stress, là, surtout plus j'approchais des spectacles, mais ils ont tellement été d'une aide précieuse, et quand t'as toutes ces personnes-là qui sont vraiment, qui sentent leur concentration sur toi, c'est magnifique, là. C'est vraiment un cadeau. Donc, c'est ça. Et Sébastien, parle-nous un peu de ton projet. Toi, c'est un laboratoire vivant. Tu nous as mentionné quelques détails d'interaction avec le public. Comment est-ce que ça va, en fait, comment ça agit en tant que spectacle? Ben, la mécanique est pas très compliquée, mais ok, non, c'est assez complexe. En fait, c'est suffisamment complexe pour que j'ai décidé d'aller voir l'ami d'une amie qui travaille en programmation chez Ubisoft pour qu'il me fasse une interface visuelle, en fait. Au départ, je travaillais avec à la fois des PDF, du MP3, une webcam, avec beaucoup de texte qui est affiché à l'écran, parce que en fait, le système comme ça, de la manière dont il fonctionne, c'est que j'ai 8 solos en banque de mouvement, plus 2 façons d'assembler en groupe, ce qui me donne 10 banques de mouvement d'un côté, et sur l'autre échelle, j'ai 10 paramètres d'interprétation, en fait. C'est à mi-chemin entre l'improvisation et l'interprétation de paramètres sur une séquence qui est déjà faite. Puis en fait, ce que ça donne, c'est que les gens peuvent choisir en fait des solos de 0 à 99. Et donc, en choisissant un solo, ils vont choisir une séquence particulière interprétée d'une certaine façon. Maintenant, pour mettre ça en scène, c'est relativement complexe parce qu'il faut amener les gens à voter. Il faut les amener à choisir, OK, quel chiffre, quel solo vous voulez avoir. Puis dans la version que j'avais faite au préalable, je leur posais ensuite de ça une question pour laquelle je leur demandais de voter. Puis en fait, la première fois, je faisais voter sur les questions pratiquement de façon aléatoire, simplement pour voir si les gens allaient embarquer puis voter de façon sincère. Parce que des fois, dépendamment des questions, s'il y a une question qui est vraiment ironique par rapport à ce qui vient de se produire, ben avec le vote des gens, tu es capable de voir si les gens écoutent ou pas. Si par exemple, les gens votent tout le temps oui par défaut, mais là, tu vois que les gens votent pas pour de vrai. Mais dans un spectacle que j'ai fait, je me suis rendu compte que les gens écoutaient vraiment la question et votaient en fonction de ce qu'ils pensaient. Donc, les gens avaient une réflexion. Donc, ils étaient capables de faire la synthèse entre ce qu'ils avaient vu et la question qui leur était posée et de faire un choix en conséquence. Donc, ce que moi, ça me dit, c'est qu'après ça, si les gens sont capables d'avoir ce niveau là de réflexion en seulement 15 minutes, je peux les amener à choisir plus qu'un numéro puis à commencer à assembler dans le temps. Donc, j'aimerais, par exemple, avoir le 1 et le 7 en même temps au début, suivi d'une petite pause, suivi du 99 en même temps que le 2, par exemple, et commencer à faire des assemblages plus complexes comme ça. Mais là, bien entendu, étant donné que ça se fait en groupe, étant donné que c'est, je sais pas, il y a 175 places dans la salle, on peut s'entendre que pour que les gens puissent participer, que ce soit pas trop long, mais qu'en même temps, ça reflète quand même, disons, l'intention de la salle ou que l'ensemble de la salle est en accord ou en désaccord. Il va falloir que les gens aient à voter sur justement ces propositions chorégraphiques-là. Pour décrire un peu le résultat du spectacle, ça dure comment long, puis il y a combien de danseurs? En fait, j'ai 4 interprètes sur scène, c'est une demi-heure. Les 10 à 15 premières minutes, c'est simplement apprendre le système. Donc, oui. Ça revient au même spectacle que j'ai fait à la Passerelle. Donc, ça dure 15 minutes, mais les gens n'ont pas l'impression que ça dure 15 minutes. Pour les 15 dernières minutes, ça, c'est l'assemblage. En ce moment, j'ai aucune idée à quoi ça va ressembler. C'est complètement imprévisible. En fait, c'est ça qui est excessivement le fun, parce que moi, comme je peux même pas dire chorégraphe, ce serait faux. Concepteur. Ouais, ben comme concepteur de projet, en fait, ce qu'il faut que j'anticipe, en fait, c'est la réaction du public. Il faut que j'anticipe la capacité de mes interprètes à être capables justement d'apprendre des séquences et justement de les agencer. Puis il faut aussi que j'entraîne les interprètes parce que je peux pas les entraîner comme un spectacle normal où est-ce qu'on va juste répéter des runs puis simplement genre raffiner tranquillement. D'instinct, je me rends compte, il faut que je les pousse plus à explorer toute leur palette d'interprétation pour vraiment leur permettre de s'approprier chacun des paramètres
mais pas comme qui est écrit, mais comment elles peuvent l'interpréter, pour vraiment qu'elles puissent pousser dans cette expérience-là, pour vraiment se développer comme interprète. Parce que ça, c'est mon autre objectif par ces projets-là. Donner des projets d'interprètes pour que mes interprètes puissent vraiment pousser dans toutes les nuances que leur corps et leur danse peut offrir, en fait. Ce qui fait qu'après ça, quand j'arrive sur scène, je veux dire, moi, j'ai une machine qui est montée. Je veux dire, c'est plein de ressorts. Je sais précis. Mes interprètes savent très bien que si jamais elles peuvent plus ou qu'elles ont pas envie, elles peuvent intervenir quand qu'elles veulent. Je veux dire, ça, c'est la partie très performative et improvisée parce qu'en fait, au bout du compte, moi, mon texte, je parle jamais. C'est tout du texte qui est déjà préenregistré. Toutes les solos sont toutes tout est préparé à l'avance. C'est toute une machine, c'est tout un mécanisme d'horlogerie qui roule sans trop faire de bruit. Puis dès qu'il y a quoi que ce soit, mes interprètes savent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, prendre le contrôle pour ramener la salle ou peu importe ce qui est nécessaire. Il y a un lien ici entre tes deux projets de donner de pouvoir aux interprètes. Autre que ça, pourquoi voulez-vous faire les présentations ensemble, travailler ensemble pour faire Sébastien est un des chorégraphes dans Rape et je suis une de ses interprètes dans le lab. Donc, quand on a fait la soumission, on a demandé d'être ensemble. Je pense que c'est deux types de pièces qui sont un petit peu moins traditionnelles, peut-être, avec un chorégraphe, des interprètes. Donc, moi, j'ai 10 chorégraphes et il y a pour une interprète, contrairement à habituellement, c'est souvent le contraire. Et Sébastien est plutôt concepteur que chorégraphe. Et nous, on a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait, dans sa pièce. Donc, il y a une grande partie d'improvisation avec les paramètres. Donc, je pense que c'est deux pièces qui sont peut-être un petit peu plus expérimentales. Donc, je pense que ça donne une soirée performative artistique un petit peu plus différente. Oui, donc le lien que moi je vois entre les deux pièces, en fait, c'est assez simple. En fait, c'est moi je le perçois comme vraiment une critique du rapport interprète traditionnel comme qu'on retrouve dans les plus grosses compagnies en ce moment. C'est certain que c'est pas une critique qui est adressée à l'ensemble du milieu de la danse, parce que pour avoir travaillé avec suffisamment de gens puis jasé avec beaucoup de chorégraphes, autant de la relève que des chorégraphes plus émergents ou même plus établis, je sais que c'est pas une problématique qui est aussi importante dans toutes les, disons, les strates du milieu de la danse. Mais je sais par contre que, par exemple, si tu regardes la mémoire de maîtrise de David Pressos par rapport à la communication puis les relations de domination qui peuvent justement exister entre un chorégraphe et l'interprète, je crois que les deux pièces justement poussent justement pour questionner encore plus profondément dans la pratique sur scène ce rapport-là. Par exemple, dans ma pièce, si je fais faire le travail par le public, c'est justement pour, dans le fond, rendre plus accessible ce travail-là, le mettre sur scène pour mettre les gens dans la posture de chorégraphe pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre. C'est sûr qu'on est plus proche de la peinture à numéro que d'apprendre des techniques de base de peinture, mais en même temps, pour moi, c'est important justement que les gens puissent comprendre un peu c'est quoi le travail du chorégraphe. Puis après ça, quand tu arrives avec Rape sur la question du viol chorégraphique, moi, je l'ai vraiment pris comme justement l'interprète qui se donne et qui se dévoue au chorégraphe et le chorégraphe qui décide d'en faire ce qu'il veut, qui la viole d'esprit plus de corps, qui la viole artistiquement, puis qui après, quand il est blessé, puis qu'il a pu danser pour lui, qui s'en débarrasse simplement pour s'en trouver une autre. C'est certain que c'est des stéréotypes qui sont quand même vieux, mais malheureusement, je sais qu'ils sont encore d'actualité. Puis je sais par exemple dans un message sur Facebook et sur le blog de Cartoon View, je pense que le 3 mois, justement la question du mémoire de David Pressos est revenue, étant donné que justement en ce moment, encore une fois, dans le milieu actuel de la danse québécoise à Montréal, c'est encore une problématique actuelle, la relation danseur-chorégraphe. Comment est-ce que les interprètes, des fois, ont fini par faire des choses qu'on devrait pas accepter de faire simplement parce qu'on a besoin de payer notre loyer, on a peur de pas avoir assez d'argent pour pouvoir simplement s'entraîner pour continuer. On veut de la visibilité aussi. On veut de la visibilité. Ça nous amène justement à un peu se prostituer, puis des fois même à se laisser aller jusqu'au viol, en fait. Puis ça, je veux dire, si moindrement que vous commencez à chercher dans le milieu des interprètes qui sont retrouvés à être détruits physiquement et psychologiquement, c'est pas si dur que ça en trouver. Sébastien, au niveau du public de Zonoma, ça risque d'être un petit peu différent de celui que tu avais à Passerelle 840. Ça risque d'y avoir moins de danseurs et d'artistes de la danse dans le milieu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as considéré quand tu as retravaillé la pièce pour Zonoma ou tu dis au contraire,
le monde risque d'embarquer de la même façon ou d'une façon encore plus intéressante? En fait, j'ai embarqué dans un sujet un peu controversé. C'est quand tu arrives avec des groupes de personnes, plus le bassin de gens est élevé, plus tu te retrouves avec une foule qui est normalisée. C'est-à-dire que les conditionnements qui sont propres à un espace ou un contexte sont beaucoup plus forts simplement parce que il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une personne dans la salle qui se conforme au conditionnement, ce qui va inciter le reste du groupe à se conformer de la même façon. Ce qui fait en sorte que dès que je me retrouve avec suffisamment de public, j'ai le profil socio-économique, disons, est de moins en moins important, en fait. Tout ce qui est important, en fait, c'est que moi, par mon système, ce que je communique et comment je le communique, les mots que j'utilise, c'est ça qui est la pierre d'achoppement. En fait, peu importe que tu sois avec un public qui soit plus de danse ou complètement étranger à la danse, si la terminologie que tu utilises est claire, est compréhensible et que c'est pas des mots qui sont ambigus. Autrement dit, si t'évites les mots valises qui ont parfois beaucoup de signification pour les danseurs, mais qui, dans le fond, sont pas vraiment traduisables pour des monsieur, madame, tout le monde. Mais quand t'évites ces pièges-là, t'es en mesure de pouvoir communiquer avec pratiquement n'importe qui tant que la langue est la même. Et au niveau de la participation du public, au niveau de l'enthousiasme à participer, est-ce que tu dis que ça risque d'être aussi élevé que les gens qui étaient probablement plus tes pairs passeraient le 840 que à Zonoma? Il va moins y avoir de gens qui sont dans le milieu de la danse. Les gens en danse, souvent, ça a plus tendance à participer parce que ça fait partie de la game, ils savent à quoi s'attendre. Est-ce que le public de Zonoma qui risque de ne pas être aussi apte à participer ou aussi willing, disons? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète des fois ou est-ce que tu dis au contraire? Non, parce que j'ai monté ma pièce en fonction d'un public récalcitrant à la base. J'ai fait une pièce qui roule très très vite. C'est fait pour que les gens, autrement dit, tu vas avoir un choix à faire rapidement. C'est qu'au départ, dans les 10 premières minutes, je suis un peu plus directif. C'est-à-dire, je vais forcer les gens à choisir. C'est con, mais il faut que les gens choisissent un numéro pour qu'il y ait une performance qui se fasse sur scène. Donc, pendant les 5-10 premières minutes, je force un peu. C'est pas forcé, je t'oblige pas à monter sur scène et à dire un chiffre tout nu, là. Tu laisses ça à Dave Saint-Pierre. Ouais, non, en tout cas, on demande, en tout cas, si jamais ça tente de faire ça, il se lâchera lousse. Mais en fait, je les force, ce qui fait en sorte que je conditionne très rapidement. En fait, j'ai monté ma pièce de sorte justement à établir mes propres conventions scéniques, puis justement pour intégrer mes propres conditionnements. Ça fait en sorte que plus la pièce avance, plus les gens sont conditionnés à voter puis à choisir des numéros. Puis les gens sont retrouvent pris dans l'engrenage, ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas le choix de s'intéresser à ce qu'il y a devant eux parce que ça va très vite, mais en même temps, c'est accessible. Puis, il y a un lien très, très clair entre ce qu'ils disent, ce qui se produit à l'écran et ce qui se produit sur scène. Puis, comme c'est interactif, comme ça bouge beaucoup, qu'il y a de la bonne musique, c'est entraînant, je pense que même le pire des publics, je pense qu'il y a moyen d'éveiller justement l'enthousiasme, la flamme, disons, l'éveil pour que les gens regardent ce qui se passe sur scène plutôt que de regarder les éclairages accrochés au plafond. Donc, le programme double est présenté un seul soir. C'est le mercredi 24 juillet à 8h. Ça va être dans la grande salle de la Maison de la Culture, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Et les billets sont combien? 15 $. OK. Est-ce que les gens devraient réserver? Est-ce que vous avez déjà pas mal de gens qui ont réservé? Les gens peuvent se présenter sur place? Nous, on fait une prévente de billets, mais sinon, on peut toujours réserver son billet sur le site de zonoma.com. Donc, on a juste à cliquer sur la page de notre événement. Donc, de notre soirée le 24 juillet. Il y a un lien en dessous, on a juste à rentrer cette information. Les billets sont réservés. Quand on arrive, on les paie sur place et on prend sa part de billets, ses billets. Mais c'est quand même bon pour les gens de réserver à l'avance parce qu'en ce moment, les ventes viennent de partir. Je veux dire, on vient de commencer la promo, puis... Ça va assez vite. Ça commence déjà. Oui, je veux dire, hier, j'ai été voir des gens, puis il a fallu que je réserve là, aujourd'hui, il faut que j'appelle Zonoma pour leur mettre des billets de côté, puis j'en ai d'autres qui sont rajoutés ce matin. Je veux dire, j'ai croisé un de mes amis justement au Lozo, puis il m'a demandé d'y mettre 3 billets de côté. Fait que c'est parti, mon kiki. Je veux dire, je sais pas si en ce moment, je me pose la question si on va avoir la problématique d'avoir des problèmes à remplir la salle ou l'inverse, de s'assurer que les gens qu'on veut vraiment qui puissent venir voir la pièce, qui puissent le faire, en fait. C'est sûr qu'on encourage toujours les gens à venir nous encourager. Zonoma, c'est un diffuseur qui encourage beaucoup, beaucoup la relève. Donc, on apprécie toujours que les gens, même ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui seraient curieux par notre travail, donc tout le monde est les bienvenus.
Parfait, ben merci beaucoup. Donc avec nous, on avait Marika Dumoulin-Lafont et Sébastien Talbot. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant passer à Léa Tremblay-Fong. Et donc maintenant en studio avec nous, on a Léa Tremblay-Fong qui présente le labo Interlope avec son collectif Interlope dans le cadre de Quartier en mouvement qui va être présenté sur la rue Pierce, à côté de l'Université Concordia. Donc bonjour Léa, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc parle-nous un petit peu d'abord de toi, en fait, ton parcours. Tu as étudié à l'Université York. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à l'Université York? Tu viens du Québec originellement. Pourquoi est-ce que tu es allé étudier là? Je voulais payer cher pour mes études. Bon choix. Oui, je sais, mon compte en banque l'a appris. Mais au départ, je voulais apprendre l'anglais. Donc, oui, j'ai appris l'anglais en allant là. J'ai pas eu le choix. Donc, je me suis pitchée là. Puis, finalement, j'ai vraiment trippé pendant ma première année là-bas. Puis, j'ai voulu retourner. Puis, chaque année, je suis retournée. Puis, j'ai fait finalement 2 bacs, un en danse et un en développement international. Puis, c'est ça, j'ai fait beaucoup de projets aussi avec d'autres étudiants en art là-bas. C'était super motivant aussi, cette communauté-là. Puis c'est ça, finalement, après 5 ans et demi d'études là-bas, je suis revenue à Montréal. Puis c'était en janvier 2012 que je suis revenue. Et maintenant, tu travailles surtout dans le milieu de la danse? Oui, je travaille vraiment sur mes projets. C'est beaucoup de travail, même si c'est pas très payé. Mais j'ai trouvé, comme je suis chanceuse, j'ai pas de soucis financiers pour l'instant, alors je peux vraiment me concentrer là-dessus. Puis, c'est ça, Interlope, c'est le projet principal, puis il y a quand même une grosse équipe, donc ça prend du temps et de l'organisation. Et dans le cadre d'Interlope, bon, c'est Labo Interlope, comme tu disais, le nom du projet. C'est vraiment un gros mishmash de formes artistiques différentes qui sont mises ensemble, des artistes qui viennent de plusieurs domaines, qui se rassemblent et parle-nous en plus, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? OK. Ben, à la base, c'est sûr, comme moi, je suis en danse, donc les premiers que j'ai approchés, c'était d'autres danseurs. C'est ça, c'est des interprètes en danse contemporaine. Mais le travail qu'on fait, c'est pas juste danse contemporaine. Il y a beaucoup d'exercices de théâtre qui sont intégrés à nos pratiques, à nos explorations. On a eu aussi du coaching de certains acteurs qui sont venus pour nous guider à travers, c'est ça, cette zone-là de la performance qui est différente de la danse, mais qui peut vraiment enrichir notre interprétation. Et aussi, l'autre partie majeure du projet, ce sont les artistes urbains ou street artists. Puis ça inclut des graffeurs, donc ceux qui font les graffitis, ou l'art urbain plus large, qui inclut comme des collages, ça peut être des sculptures, ça peut être n'importe quoi qui, d'une façon artistique, modifie l'environnement urbain. Donc c'est une grosse équipe. Et ça, c'est présenté dans le cadre de Quartier en mouvement, qui est un festival pas très, très connu, en fait. Pourrais-tu nous en parler un petit peu plus? Ben, c'est un festival vraiment plus axé, je crois, sur la communauté. Dans ce coin-là de la ville, donc proche de Guy Concordia. Puis c'est toutes sortes d'activités. Je veux dire, nous, on est là, mais c'est pas une orientation en danse plus que d'autres choses. Je sais qu'ils ont des prestations de danse, mais c'est très, très varié. Comme je sais que le dimanche, une autre troupe qui sera là, c'est un groupe de danse philippin. Filipino ou philippin? De danse philippine. En tout cas, des Philippines. Puis, c'est ça, la dernière fois qu'on est passé, il y avait comme des stands de peinture qui étaient sur la rue. Il y avait un atelier de drum qui était ouvert au public et tout. Donc, c'est quand même petit. Aussi, la rue Pierce, là, ça va de Sainte-Catherine à Maisonneuve. Fait que c'est très court, mais c'est ça, c'est pour la communauté. Puis, c'est organisé par le Centre Innovation Jeune, qui, eux, c'est comme une maison des jeunes, dans le fond, qui font des activités pour animer la vie des jeunes adolescents dans ce coin-là. Fait qu'en gros, c'est ça. Je pense que ça donne une idée, là. Et au niveau des artistes de rue, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à embarquer ça dans le projet? Est-ce que tu avais déjà une fascination avec l'art de la rue ou est-ce que tu sentais que pour ce projet-là spécifiquement, c'était quelque chose qui était intéressant, l'aspect communautaire? Pour ce projet-là, en fait, c'est un de mes amis qui a lancé une idée à la légère. Puis, c'est ça, il disait pourquoi pas faire de quoi avec des danseurs contemporains puis des street artists. Puis je suis comme, ben oui, ça pourrait être le fun. Fait que là, je me mets, tu sais, à visiter un peu le monde du street art. Je suis allée à la galerie Fresh Paint,
qui est relié au festival Under Pressure. Mais en tout cas, c'était sur la rue Sainte-Catherine pendant 16 mois, là, juste au coin Sanguinet. Puis il y avait du street art à l'intérieur de ce bâtiment-là qui changeait, genre, à chaque 6 semaines. Puis je suis allée là. Finalement, j'ai eu des super bonnes discussions avec les organisateurs. Puis ça m'a vraiment donné une petite piqûre. Puis il y a quelque chose qui m'intéresse en danse qui est justement d'aller dans l'espace public pour aller à la rencontre du public, parce qu'en général, moi, quand je dis je suis une danseuse contemporaine, les gens, ils savent pas pantoute c'est quoi. Fait que c'est aussi ma responsabilité d'amener ça ailleurs pour happer le public au passage, puis que ça soit quelque chose de positif aussi, que ça fasse découvrir notre art. Puis comme dans l'art urbain également, il y a cette présence-là dans l'espace public. C'est sûr, surtout à Montréal, là, c'est super présent, puis de plus en plus, comme avec le Festival Mural qui a tout transformé la rue Saint-Laurent dernièrement, puis on voit vraiment que l'art urbain est présent, puis de plus en plus apprécié. Donc, il y a une relation avec le public très intéressante, puis que moi, je me sens proche de ça dans ma démarche. Je me dis, ça peut être une façon, justement, que la danse soit plus appréciée. Et au niveau des répétitions ou des périodes de recherche, comment est-ce que ça se passe en studio entre ces artistes-là de la rue, entre les danseurs? Entre les danseurs, c'est le premier noyau de l'équipe, dans le fond. Nous, on a quand même fait beaucoup de travail. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble, qu'on se voit une ou plusieurs fois par semaine pour travailler. Puis comme, c'est ça, on est entre 8 et 10 interprètes. C'est quand même, ça prend du temps pour se sentir ensemble et tout, mais ça va assez bien de ce côté-là. De trouver des artistes urbains, c'est plus difficile parce que c'est un monde complètement différent. Tu sais, moi, j'arrive, je parle à d'autres danseurs de mon projet, ils sont comme « Ah ouais, ça a l'air le fun, tout ça », mais les artistes urbains, c'est comme « Ah, je sais pas », tu sais. Puis en plus, de décrire la danse avec des mots, c'est un petit peu genre inutile. Puis c'est le même problème que je remarque, c'est quand je dis les gens savent pas c'est quoi la danse contemporaine, les artistes urbains ne savent pas plus. Fait que, puis des fois une connotation un petit peu négative là, de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un travail comme OK, on se rencontre, on lance quelques idées, puis la forme qu'on a trouvée qui est la plus friendly, je sais pas. Friendly, c'est le mot, pour les artistes urbains, c'est de faire des petits groupes avec un artiste, justement pour pas que ça soit trop intimidant d'arriver avec une gang de danseurs contemporains. Puis, mais c'est ça, cette phase-là, je suis en train de la prévoir, comme là, en ce moment, je travaille avec un artiste urbain pour Quartier en mouvement. On va avoir un autre après qui va travailler avec nous. Donc, c'est vraiment quelque chose à négocier ensemble. Puis, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, je veux pas imposer, OK, ça va être comme ça. Je veux qu'on trouve ensemble, OK, on essaie ça. Oui, non, ça marche pas. Fait que c'est ça, je peux pas donner trop précisément ça va être comment, mais c'est sûr. Juste le côté espace, là, qu'il faut se trouver un endroit que c'est pas un studio de danse parce que on va faire des dégâts un petit peu avec la peinture, j'imagine. Mais c'est ça, c'est la prochaine partie de notre aventure. Et est-ce que tu sens maintenant qu'il y a une certaine synergie qui s'est développée entre ces artistes de la rue-là et les danseurs? Est-ce que tu sens que commence? Mais je veux dire, celui qui travaille avec nous pour Quartier en mouvement, son nom d'artiste est Phil l'animal. Puis, c'est super cool quand on est avec ça. Je veux dire, quand on a fait notre brainstorm pour comment on allait préparer ça ensemble pour dimanche prochain, ça s'est passé super bien, tu sais, ça cliquait. Puis moi, ça fait quand même quelques mois que je parle avec Phil. Puis, je sais pas, c'est juste, finalement, on se rend compte, oui, ça peut marcher. Mais il faut peut-être affronter la peur de travailler avec, c'est ça, des gens d'une discipline complètement différente. Mais jusqu'ici, je trouve que ça va très, très bien, là. Puis, il y a une bonne énergie dans le groupe aussi. Fait que souvent, quand certains artistes urbains sont venus nous voir, tout ça, ils ont comme dit « Ah, ça a l'air vraiment le fun de travailler avec vous, tu sais, ça donne le goût. » Donc, je pense que c'est ça la première étape, dans le fond, de se sentir confortable avec l'équipe. Puis ensuite, on peut se sentir libre de créer quelque chose ensemble. Et ce projet-là, en fait, c'est présenté dans un espace ouvert. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens qui pourrait être fait en salle ou c'est vraiment quelque chose qui a besoin de ce paysage urbain-là? C'est un gros dilemme, mais moi, je veux que ça soit à l'extérieur. Ça fait du sens à l'intérieur. C'est là que ça correspond au statement initial que
la danse contemporaine est relativement méconnue du public. Et aussi le fait que moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé ça très, très difficile de pouvoir avoir des opportunités d'intégrer la scène. J'ai pas étudié ici, j'ai pas ces connexions-là avec certaines institutions, avec certains chorégraphes montréalais. Donc, mes dossiers sont pas backés par eux. Puis, ça peut prendre quand même quelques années avant que tu aies accès à, pour faire partie d'une programmation. Fait que c'est ça, en même temps, c'est une façon de dire, on va quand même faire de quoi, même sans cet accès-là. On va trouver d'autres façons de make it happen. Donc, c'est ça, ça dénaturerait l'intention initiale si ça se retrouve en salle. Mais à un certain point, ça dépendra pas juste... déjà, ça dépend pas juste de moi parce que je travaille en équipe puis je veux que les gens orientent le projet avec moi. Oui, j'ai quand même plus de responsabilités côté décision, mais je peux pas dire non complètement si le reste de l'équipe veut aller dans une certaine décision. Donc, c'est possible, mais au départ, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur dans l'espace public. Tu as également mentionné le coaching de jeu d'acteur. Oui. Comment est-ce que ça s'est imbriqué dans le projet? Naturellement, je dirais. C'est juste que un de mes excellents amis qui est acteur maintenant, il a étudié au Acting Conservatory à York University. Il était à Montréal pour un tournage pendant 1 mois et demi. Puis ça a donné qu'il était disponible, c'est sûr qu'on se parle toujours de nos projets, mais il était disponible pour venir un peu voir ce qu'on faisait, puis il nous a donné un premier atelier, puis il a vraiment trippé, parce que il adore enseigner aussi, pas juste être interprète, puis je pense qu'il a aimé notre attitude aussi, parce que c'est sûr qu'on n'a pas un entraînement en jeu, mais on est quand même habitué on a cette concentration-là, puis cette ouverture-là que pour lui, c'était vraiment un cadeau d'enseigner à des gens comme ça. Fait qu'il est revenu quelques fois. On a fait un atelier un peu plus concentré avec lui là, pendant quelques jours. Puis, les filles ont énormément apprécié. Là, parce que ça nous met dans une zone un peu inconfortable, mais qu'on sent que c'est quelque chose vraiment à apprendre là-dedans, puis qui va rendre l'interprétation plus puissante aussi. Donc, peux-tu nous parler, ça va être présenté quand, juste le projet Labo Interlope? Labo Interlope, ça sera dimanche prochain, le 21 juillet, dans l'après-midi. Nous, on va commencer vers 1h30, notre premier set. Ça va être 15-20 minutes, puis c'est comme un petit parcours. On commence au coin sud-est de Guy et Maisonneuve. Puis à partir de là, on se déplace un peu vers l'ouest jusqu'à la rue Pierce, qui est le bloc d'après, et on continue sur la rue Pierce jusqu'à la surprise finale. Puis c'est ça, je pense qu'on va le répéter 2-3 fois. C'est sûr, ça dépend, comme s'il fait une chaleur insupportable. Je sais pas si on va le faire 3 fois, mais c'est ça. On verra comment ça se passe aussi. Des fois, il y a plus d'interaction, fait que ça va durer plus longtemps. Quand je parle d'interaction, c'est aussi avec les gens dans l'espace public, les gens qu'on connaît pas nécessairement, là. Et s'il pleut? Je sais pas. Ça dépend du niveau de pluie. Okay. Mais on n'a pas de date alternative, en fait. Le 21, je pense que c'est le dernier jour du festival. Donc, peu importe, on verra. Faut que ça se passe. Nous, je pense qu'on va vouloir le faire quand même pour le fun, là, même s'il pleut, tu sais. Peut-être qu'il y aura pas grand monde. Mais, non, c'est ça. C'est un facteur qu'on peut pas vraiment contrôler, fait que on l'accepte, puis c'est ça. On verra à ce moment-là. Alors, Léa, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton projet. Ça fait plaisir. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Joanie Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.